quelque temps. Et j'ai un peu d'arts martiaux, donc on aura le temps d'en discuter. Pour rappel, on a déjà reçu Romain Leclerc qui nous a parlé de l'importance de l'affirmation de soi. On a eu Anne-Laure qui nous a parlé de l'importance d'être en mouvement et de savoir lâcher prise. C'est bon? Après, on a eu Maude qui nous a parlé de l'importance de se développer personnellement avant de vouloir soigner les autres. Ah, bonjour, bonjour, Michael. Bonjour. Ça va. S'il te plaît, est-ce que c'est possible pour toi de mettre ta caméra dans l'autre sens? Parce que là, c'est un peu compliqué pour les auditeurs. Est-ce qu'on est bon? Ça a l'air pas mal. Ah, ça va. Good, c'est bien. Donc, j'étais en train de rappeler à nos auditeurs quels étaient les invités qu'on avait eu jusqu'ici. Donc, je disais qu'on a eu Romain Leclerc qui nous a parlé de l'affirmation de soi. Et on a eu ensuite Anne-Laure qui nous a parlé de l'importance d'être en mouvement. Après, on a eu Maud qui nous a parlé de l'importance de faire un travail sur soi avant d'aider les autres et surtout, idéalement, de dédier 100% de son temps à l'activité. Après, on a eu Aurore. Non, on a eu Géraldine avant qui nous a parlé, voilà, du fait de faire vraiment quelque chose qui vous passionne et de savoir expliquer à la famille qu'elle comprend pas véritablement. Elle a donné quelques techniques d'ailleurs pour prospecter auprès des mairies, etc. Après, on a eu Aurore qui nous a parlé de l'importance de l'intention. Et puis, dernièrement, on a eu Susan qui nous a parlé de la non-violence, de la vulnérabilité, etc., etc. Donc, bienvenue, Michael, Valentin et Aubin. Oui. Juste, c'est encore un énième rappel. Le but de cette vidéo, il est double en fait. C'est d'une part, de mettre en lumière les difficultés que les sophrologues en général rencontrent quand ils se lancent pour que les suivants aient une petite idée de ce qui les attend. Et d'autre part, de promouvoir un peu la sophrologie auprès de monsieur tout le monde. C'est-à-dire, est-ce que concrètement, on peut articuler en quoi est-ce que la sophrologie aide les gens? Donc, on va essayer de faire ça comme fil conducteur durant la discussion. Et généralement, on commence par un petit tour de table où on se présente. Bon. Je commence. Donc, pour me présenter un petit peu à toi, Mickaël, moi je m'appelle Valentin, je travaille avec Aubin du coup depuis un peu plus d'un an et demi sur le projet. Je suis issu du commerce et du sport juste avant. Et puis voilà, je souhaitais en apprendre plus, en faire plus. Et voilà, le projet d'autoréalisation avec CreageMind était une très bonne opportunité. Je l'ai saisi et maintenant me voilà ici dans cette interview, si je peux faire simple et court. Voilà. Good. Michael? Ouais. Du coup, moi je suis Michael Petit. En fait, ça fait 2 ans. Ah, on t'entend pas très bien, Michael. Ouais. Euh, alors, je sais pas ce que je peux faire de plus. Vous m'entendez là? Non, pas beaucoup. On a du mal à t'écouter, à Pas t'entendre. beaucoup. Est-ce que tu aurais peut-être des écouteurs? Oui. Ouais. Je vais les chauffer. Donc, en attendant, je disais donc que la dernière fois, on a eu pas mal de monde et notamment, on a eu Susan. Et on est bien entré en détail sur la vulnérabilité, le fait d'être vulnérable, euh,
l'émotivité et on a bien pris conscience que c'est pas forcément, ça coule pas de source pour tout le monde d'être proactif. Que par moment, voilà, euh, on Des a un blocages. passé, voilà, on a des blocages et que voilà, c'est important de travailler là-dessus parce que quelque part, quand on est thérapeute, on doit savoir un peu faire la part des choses entre nous et les autres. Si on a déjà du mal à gérer nos propres émotions, ben, ça va être compliqué de vouloir accompagner les autres à gérer les leurs. Non, Même que on a beau vouloir être proactif, c'est pas forcément si simple, comme tu l'as dit, avec les blessures émotionnelles et le passé, de l'être vraiment en fait. Donc tout l'intérêt de faire un travail sur soi continuellement en fait. tout à fait, tout à fait. Le travail à profondeur, on aime bien dire. C'est ça. Ok. Bon, j'ai chopé mes écouteurs. Vous m'entendez mieux là? C'est C'est bien. nickel. Bon, On On t'entend beaucoup t'entend mieux. beaucoup mieux. parfait. Très bien. Donc, pour me présenter brièvement, ça fait 2 ans et demi que je suis sophrologue. J'ai développé aussi mon activité autour du tai chi et du qigong. Euh, J'interviens plus particulièrement dans le monde professionnel avec la sophrologie et dans des groupes en association. Et je suis également formateur à l'école de sophrologie à Toulouse. Voilà. Et puis j'accompagne des stages aussi de jeunes, donc des personnes qui viennent jeûner. Ok. Voilà. Et disons, ça fait pas mal d'activités en même temps. Tu dois avoir un Ouais, emploi Ah, du temps bien. il y aura de quoi débattre. ouais. Ça, c'est bien ça. Ouais. Euh, voilà, merci. C'est mon tour du coup. Ben, à la base, je suis ingénieur. Donc, il y a quelques temps, en fait, j'ai opéré, on va dire, un virement à 180 degrés, pour ne pas dire à 360. Et aujourd'hui, je me retrouve un peu dans le monde de l'humain. Donc, concrètement, là, avec Valentin et d'autres personnes, on accompagne les gens qui veulent mener à bien un projet qui leur tient à cœur depuis. Typiquement, ça peut être quelqu'un qui veut se reconvertir, ça peut être quelqu'un qui veut devenir entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui veut devenir chanteur. Bref, il y a généralement pas mal de frustrations qui sont à l'origine, selon le passé et le parcours personnel des uns et des autres. Et notre rôle à nous, c'est de fournir une panoplie d'outils, une boîte à outils, pour aider à débloquer suivant le niveau où on se trouve. Dans un outil, ça peut être un logiciel qui va t'assister, un peu comme le GPS t'assiste à conduire, mais c'est toi qui conduis. Au Mhm. moins, il t'économise l'effort mental que tu mets à réfléchir. Un outil, ça peut être un accompagnement, une formation, ça peut être un livre, ou bien ça peut tout simplement de te mettre en contact avec d'autres personnes qui sont plus compétentes que nous sur un sujet. Donc, globalement, c'est un écosystème qu'on essaie de mettre en place. Et donc, il y a quelque temps, on a constaté que, voilà, dans le monde des thérapeutes, c'était pas si évident que ça de développer son activité, que l'aspect entrepreneurial n'est pas forcément mis en avant, alors qu'elle représente un gros du travail, surtout au début. Et puis, en causant ça, on a vu qu'il y avait pas mal de problématiques en profondeur qui méritaient d'être mises en lumière. Et dans ce cas, on invite donc les praticiens comme toi à nous faire part de leur expérience. Mhm. Ouais. Et pour rebondir à ce que tu dis, c'est vrai que dans le métier de sophrologue, en fait, il y a un double métier. Il y a celui de sophrologue, mais il y a aussi celui d'entrepreneur. Et celui-là, souvent, on ne le prend pas en compte quand on démarre notre activité. Ça, c'est bien ça. Et quand tu dis que le métier d'entrepreneur ne prend pas en compte concrètement, c'est ce qui s'est passé pour toi? Euh, c'est surtout ce que j'ai beaucoup vu, parce que moi j'ai eu la chance de pouvoir faire au début enfin, avant de lancer mon activité, de faire un bilan complet avec Pôle Emploi
pour justement organiser toute, toute la projection de mon activité, c'est-à-dire faire une étude de marché, faire des bilans enfin, des comptes de résultats, enfin voilà, prévoir le panier moyen, etc. Donc j'ai fait tout ça au début et en fait j'ai vraiment vu l'utilité de le faire quoi. D'accord. C'est quoi, ça t'a donné de la visibilité ou bien de la clarté sur où tu voulais aller? Ouais, beaucoup de clarté, de réalisme aussi par rapport à cette activité et puis ouais c'est tout des choses en fait hein, c'est voilà ben, les chiffres, de prévoir une bonne rentabilité et tout ça, c'est pas ce vers quoi on se projette quand on veut devenir sophrologue, quoi. Et pourtant, et pourtant, c'est indispensable parce que même si on n'est pas là pour l'argent, bah, comme toute entreprise, on en a besoin quand même pour vivre. En tout cas, tant que l'argent existera, si je peux dire ça comme ça. Mm. Et, euh, et ça m'amène à la question suivante, en fait, de bah, comment tu es devenu sophrologue? Qu'est-ce qui t'a donné envie de le devenir? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un événement spécial qui a fait que un jour tu as pris cette direction? Mm. Oui, ben, disons que j'ai toujours été attiré par la spiritualité et puis voilà, j'ai commencé à méditer assez tôt. Je faisais déjà un peu de yoga, donc enfin, j'étais intéressé par tout ça. Et puis en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au lycée, j'avais des capacités au niveau scolaire, mais rien dans ce qui était proposé, dans les orientations, ne me convenait. Et, et un jour, 10 ans plus tard, j'ai découvert la sophrologie, voilà, ce qu'elle était et ce de quoi elle parlait. Et là, ouais, tout d'un coup, ouais, ça a fait comme un déclic. Je me suis dit, oui, c'est vraiment ça que je veux faire. Voilà, parce que ben, justement, c'est aussi en rapport avec la spiritualité et tout ce qui m'intéressait et qui me correspond plus. Ok. Et du coup, durant ces 10 ans avant de devenir sophrologue, qu'est-ce que tu faisais exactement? Eh bien, justement, j'ai pas continué les études. Mon père a une entreprise et donc j'ai travaillé dans son entreprise pendant 10 ans. Donc, c'était une entreprise de nettoyage et voilà, donc j'ai progressé dans cette entreprise en commençant voilà, en ouvrier et puis en prenant petit à petit des responsabilités jusqu'à devenir assistant d'exploitation. Mais voilà, toujours avec ce besoin de sens auquel je ne répondais pas. Euh, je te comprends parfaitement quand tu dis besoin de sens, c'est abstrait pour certains, mais c'est très fort. Hum, Ce côté de faire de trouver déjà à quoi sert concrètement tout ce qu'on fait en fait. hum, Et si ça manque de direction qui nous comble, c'est pas évident de se mettre en mouvement. hum. D'accord. Et quand tu dis que tu as découvert la sophrologie, qu'est-ce qu'elle t'a concrètement apporté? Euh, alors, en fait, c'est une, à une période où j'avais besoin de soutien, j'étais allé voir quelqu'un, donc une personne ressource qui était sophrologue. Et donc, je ne savais pas qu'elle faisait de la sophrologie au départ. Et un jour, ben, je lui ai parlé justement de ce besoin de sens, etc. Et donc, là, elle m'a dit de regarder ce qu'était la sophrologie. Et, et donc, c'est elle qui m'a dirigé vers ça. Ça, c'est bien Mm. ça. Ouais. Tu as été chanceux. Mm. Ouais. T'as été bien orienté en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Mm. D'accord.
C'est bien ça. Ok. Et tu t'es lancé il y a à peu près 2 ans, c'est ça, 2 ans et demi? Hmm. Est-ce que tu peux nous décrire concrètement un peu plus sur l'accompagnement que tu as suivi avec Pôle emploi? Ça Oui, s'appelle comment? oui, en fait, c'est une couveuse d'entreprise qui s'appelle BGE. Euh, il y en a deux ou trois à Toulouse. Donc, il y a BGE, la maison d'initiative, que je connais. Et en fait, c'est possible à la base d'avoir un entretien avec eux pour déjà parler de son activité, enfin de son projet, parler de son projet, essayer de, de voir si ça nous correspond. Mais si ensuite c'est vraiment un projet qui se concrétise, il propose une formation de 1 mois et demi, justement pour ben, préparer le projet professionnel et donc le mettre en forme, constituer un dossier pour que ça soit plus, voilà, plus construit. Et suite à ça, je suis rentré en couveuse, donc c'est-à-dire que c'est BGE, c'est une association qui me prête un numéro ciré, ce qui me permet de faire des factures tout en restant à Pôle emploi. Donc, dès que j'ai une facture à faire, donc l'argent que je gagne passe dans un compte à la couveuse et ensuite je peux me faire rembourser des notes de frais, des frais kilométriques, etc., sans toucher à mes revenus Pôle emploi. Donc ça me permet d'avoir une sécurité avec Pôle emploi qui reste tous les mois et de démarrer mon activité. Voilà. Donc peu importe mon chiffre d'affaires, j'aurai toujours mes revenus Pôle emploi qui m'assureront voilà, cette sécurité. C'est Très bien bon ça. point. Mm. Mm, Un très bon point à à tous les sophrologues qui aimeraient peut-être se lancer dans cette aventure et qui ne pensent, enfin, ne connaissent peut-être pas cette option-là mm, et qui imaginent qu'ils ont absolument besoin d'un travail à côté pour subvenir à leurs besoins. Ça peut être une option mm, peut-être plus envisageable que le mm, fait de devoir travailler à côté pour subvenir à ses besoins en attendant de développer son activité de façon pérenne, quoi. tout à fait. La seule condition, c'est justement d'être inscrit à Pôle emploi. Euh, Mm. voilà, si on touche pas, enfin, si on n'a pas de droit à Pôle emploi, on ne peut pas y avoir accès. Ouais, Mm, merci de l'avoir précisé, c'est vrai que mm. c'est Mm. important. Ouais. Tout à fait. Mais ça reste toujours une option très très viable. C'est bien de le connaître, c'est bien de la connaître parce que si on la connaît, même déjà étant étudiant, on peut l'anticiper. Mm, On peut essayer d'anticiper. Et ça résout le problème, un des problèmes relevés par Maud, le fait de se lancer à plein temps. mm. Ok. Et quand tu dis qu'ils t'ont accompagné, quelles étaient les difficultés que tu as rencontrées concrètement d'un point de vue installation et démarchage? Est-ce que tu étais accompagné là-dessus aussi? Oui, après, il propose des formations. Disons que les frais de la couveuse, il y a simplement 20 euros par mois et ils prennent 10% du chiffre d'affaires. Et donc, après, il propose un soutien en comptabilité et également des formations. Et donc là, il y a plein de formations, et notamment sur tout ce qui est communication, tous les nouveaux outils, Facebook, Instagram, mais aussi sur le côté gestion de l'entreprise, démarchage téléphonique, prospection et tout ça. Moi, les difficultés que j'ai rencontrées, je dirais que c'était peut-être plus au niveau de la prospection, puisque j'ai démarré mon activité euh, avec l'objectif d'intervenir en entreprise et du coup, ben, de contacter les entreprises, d'obtenir des rendez-vous, des contacts. Je pense que c'est ça qui a été le plus difficile. D'accord.
Et comment est-ce que tu procédais? Tu as donc procédé pour contacter les entreprises? Tu as ouvert un annuaire? Tu as fait comment concrètement? Ouais. Euh, En fait, j'ai regardé sur Internet des entreprises qui pouvaient avoir un budget suffisant pour accueillir un sophrologue. Et donc, je les ai appelés, d'abord le secrétariat, en essayant d'obtenir un numéro, enfin, le numéro de la personne qui s'occupe de ce genre de prestations. Euh, et voilà. Bon, après, j'ai appelé les plus grosses entreprises de Toulouse. Donc, c'est très difficile d'avoir la bonne personne. Sur une quarantaine d'entreprises que j'ai appelées, j'ai eu un contact en rendez-vous euh, qui n'a pas donné suite. En fait, le seul contact, enfin, il y a un deuxième contact qui, là, c'était une conciergerie d'entreprise dans laquelle j'ai réussi d'abord à faire un stage. Et là, en fait, eux, ensuite, m'ont passé plusieurs clients. Donc, ils m'ont permis d'intervenir sur plusieurs entreprises. Voilà. Mais sinon, c'est vrai que au final, c'est plus le bouche à oreille et voilà, en discutant de mon activité à mes proches, aux gens que je rencontrais, que les choses se sont ouvertes petit à petit, mais pas trop sur le démarchage téléphonique. Ok, d'accord. Et tu parlais un petit peu des amis et des proches juste avant. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé en fait de ta reconversion? Je pense surtout à peut-être à ton père, avec qui tu as travaillé pendant 10 ans. Ça n'a Ouais. pas dû être simple pour lui, je pense, de comprendre au départ. Mais vas-y, je t'écoute. Voilà. Ouais. Tout à fait, ça me fait beaucoup rire que tu me poses cette question parce que de tous mes proches, c'est vraiment mon père qui m'a mis le plus de freins pour Ouais. démarrer mon activité. Parce que ce qu'il m'a dit de prime abord, c'est est-ce que ça va être une activité rentable? Et donc, par rapport à ça, il m'a mis plein de freins. Euh, voilà, à me questionner justement sur euh, est-ce que ça va être rentable cette activité, est-ce que tu vas gagner assez, voilà. Donc il a fallu un petit peu que euh, Force, un petit peu, ouais, les choses. ouais, que j'impose mon choix, ouais, ouais, voilà. Euh, Parce que effectivement, je travaillais dans son entreprise et puis il fallait que je passe du temps pour mes formations, donc moins disponible pour l'entreprise. Et donc, c'est là que ça coinçait un petit peu. Et donc là, il a fallu que je dise de toute façon, moi, c'est ce que je veux faire. Et puis voilà, quelque part, tu n'as pas le choix, quoi. Hein, on appelle ça l'affirmation de soi. On a Ouais, déjà entendu parler de ça. Romain, d'ailleurs, il était là pour faire un coup, l'affirmation de soi. mm, Plusieurs personnes nous ont fait part d'une expérience similaire où, à un moment donné, ben, tu peux essayer d'expliquer, mm, mais tu peux pas convaincre. mm, Et il y a une différence, c'est pas juste une histoire logique, c'est que toi seul, tu connais ce besoin de sens qui émane de l'intérieur. mm, Il y a personne qui, les autres, pour les autres, limite, ça veut rien dire. Limite, ils mm, banalisent cet aspect, alors que pour toi, ça veut tout dire, mais tu peux pas nécessairement le leur communiquer. Et on n'a pas forcément toutes les mêmes fibres. Toi, tu mm, as la fibre spirituelle. Il y a des autres qui ont une fibre plus matérielle, d'autres, mais mm, donc, c'est pas, voilà. Et là, tu es obligé de faire le choix pour toi, le choix que mm. personne ne Ouais, va faire. c'est Ça vrai. demande du courage. Oui, mais ce qui est très beau, c'est que au final, 2 ans et demi après, c'est lui qui vient vers moi parce qu'il a des problèmes de stress, etc. Donc, je lui ai fait plusieurs techniques de sophrologie. euh, et puis, il m'a rejoint aussi dans un projet professionnel, justement en rapport avec les stages de jeunes, euh, puisque il a une maison euh, qu'il, euh, où il voulait faire des stages dans le bien-être, etc.
Et donc, il a trouvé un réseau dans lequel il est entré pour accompagner des stages de jeunes. Et là, il m'a demandé de travailler pour lui, mais en tant que sophrologue cette fois-ci. Oui, cette fois-ci, tu lui fournis des prestations de services en restant indépendant. Ouais, exactement, ouais. Ça, Mm. c'est Du coup, bien ça. t'as pu lui prouver que c'était rentable, du coup. Exact- Exactement. Ça, c'est bien. Comme quoi. C'est bien, c'est une très bonne chose. Quelque Mm, part, il faut toujours un peu de parcours. Je pense qu'il t'a aussi vu changer. mm, Toi, après 2 ans, tu n'étais plus le même. mm, Et ça impacte l'entourage. Il n'y a rien de mieux que les résultats sur soi-même mm. pour prouver. Tout à fait, ouais. Ça, c'est bien. Quand tu accompagnes les gens en entreprise, c'est sur quelle problématique concrètement? Tu as dit le stress, mais pour moi, c'est un mot un peu Mm, qui regroupe pas mal de choses. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? mm. Ben, dans le monde de l'entreprise, on appelle ça la prévention des risques psychosociaux. Ben, c'est-à-dire que tous les, enfin, le monde du travail dans son ensemble présente plusieurs, enfin, n'est pas tout le temps en accord avec l'être humain, avec les besoins de l'être humain. Euh, au- En voulant ben, justement faire du profit, de la rentabilité, être productif, etc., ben, souvent les objectifs de l'entreprise vont à l'encontre des besoins de l'être humain. Donc, euh, moi, mon rôle, c'est justement d'essayer d'ouvrir une bulle dans cette entreprise pour ben, donner des clés aux salariés pour s'apporter, pour qu'ils puissent, voilà, eux-mêmes s'apporter les choses qui vont répondre à leurs besoins internes. Euh, donc, on parlait du stress, mais effectivement, c'est un terme qui regroupe plein de choses. Mais plus spécifiquement, chaque personne, quand elle va avoir des tensions, c'est-à-dire euh, une personne qui va avoir trop de charges sur elle, trop de responsabilités, et qui, au bout d'un moment, la coupe est pleine, ben, forcément, en fait, toutes les tensions vont se mettre dans les épaules. Il va y avoir un problème au niveau de la respiration, une respiration saccadée, peut-être trop courte, et puis qui va petit à petit engendrer des problèmes sur le moyen terme, et puis peut-être des maladies. Donc, moi, mon rôle, ben, c'est justement d'apporter des outils pour ben, prendre conscience de ces tensions que j'ai dans le corps, que ce soit aux épaules, dans le bas du dos, peut-être enfin, voilà, d'autres problèmes, et de donner des solutions ben, pour soulager ces tensions et les éliminer, etc. Je comprends tout à fait quand tu dis ça, et surtout quand tu dis que des fois l'humain en fait dans l'entreprise est remis un petit peu au second plan. Mm, Voilà ce qu'on cherche, ben, comme toute entreprise, on cherche à faire des profits. mm, Et ce qui est assez paradoxal, c'est que si on met l'humain de côté, ben, les profits peuvent être négligés en fait. Alors que si on mettait l'humain au centre, et je pense que c'est le rôle que tu essayes d'avoir, c'est que justement ça serait encore meilleur pour l'entreprise. mm, Euh, donc voilà, très 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 mm. bonne chose. Et Hmm, oui, vas-y. ouais. Non, Non, vas-y. vas-y. Ah, ok. Euh, Non, c'est, vas-y, vas-y. Vas-y, à toi l'honneur. Vas-y, à toi. je voulais juste te dire que je n'irais pas trop taper sur les entreprises. Je nuancerais plutôt parce que là, pour être entrepreneur, justement, déjà, quand on a une personne et qu'on est soi-même à son propre compte, déjà, c'est pas facile. Mm, Alors, quand on a une équipe, c'est encore moins facile. mm, Et il y a des contraintes qui sont multidimensionnelles. mm, C'est-à-dire que la première d'entre elles, c'est la vitesse. Donc, même si un chef d'entreprise est bien conscient que il faut le bien-être des personnes, c'est toujours un juste milieu parce qu'il doit jongler entre la suivi de l'entreprise qui demande de la vitesse et le bien-être des gens. Donc, il y a un équilibre entre demander de la productivité et aussi que chacun fasse un travail sur lui-même pour évoluer en même temps que mm, l'entreprise. Et ça, pour moi, ça ne se résume pas juste au fait que les chefs d'entreprise
ne mettent pas en avant le bien-être des populations, c'est qu'il faut juste y penser pour mettre c'est justement pour ça que tu es là, pour que ça fasse partie de la stratégie en amont et pas quand il y a déjà, quand mm, il faut venir en mode pompier, quoi. mm, Voilà. Si ça fait partie de la stratégie en amont, là, ça rentre comme des pièces d'un puzzle, tout simplement. mm. Mais voilà, c'était juste la petite nuance que je souhaitais apporter pour dire que voilà, chacun a son rôle et on est tous dans la même équipe, quoi. Tout à fait, ouais. Très, très, très bonne nuance, je pourrais dire. Très- Euh, Ça, c'est très pertinent ce que tu dis là parce que euh, on se rend compte que beaucoup de personnes, tu vois, quand on parle de sophrologie, on a souvent l'impression que c'est seulement pour les cas extrêmes. Quand tu as des insomnies, que tu n'arrives plus à dormir depuis une semaine, quand tu as atteint un niveau de stress tellement important. Mais là, en fait, ce que je viens d'apprendre, c'est que on peut utiliser la sophrologie comme moyen de prévention Mm, pour des cas aussi simples comme le fait que, voilà, qui n'est pas surchargé au boulot? mm. J'ai envie de dire, ça, rien que la surcharge. Par principe, au travail, tu es toujours surchargé. Ouais, Tu vois, les responsabilités, je pense que tout le monde sait ce que ça veut dire d'être en réunion tout le temps, de faire des heures supplémentaires. Quand tu finis, on te rajoute, tu n'es jamais satisfait. Voilà, donc tout le monde sait ce que ça veut dire. ouais. Et limite de devenir angoissé rien qu'à l'idée d'aller à son travail. Mm, mm. Donc, c'est très pertinent. C'est ça. Ouais. Ouais, tout à fait. Tout le monde a besoin de la sophrologie et de développer ses structures, que ce soit son corps, son esprit, et de les renforcer. Et, hum, et souvent, effectivement, on fait appel à un sophrologue quand c'est en urgence, comme tu dis. Euh, mais les dégâts sont déjà là parce que alors que si on arrive à mieux gérer justement ben, son état intérieur, d'anticiper, ben voilà, c'est beaucoup mieux et enfin voilà, ça aide beaucoup. Ok, Ouais, ok. hmm. Yeah, la Et santé mentale est aussi importante. Oui. Mm, mm, Oh, la prévention de la santé mentale est aussi importante que celle physique. mm, même, je dirais même parfois même plus importante. Mais on a tendance à la négliger un petit peu. mm, Euh, si je pouvais te poser une autre question, Michael, c'est mm. quand tu as commencé, voilà, quel problème tu as pu rencontrer, hormis le problème de prospection, est-ce qu'en termes de Mm. légitimité, tu t'es senti à l'aise ou tu as dû toi aussi faire un travail là-dessus euh, pour trouver ta place, si je peux dire ça comme ça? Oui, oui, effectivement. Il m'a fallu un peu de temps pour, entre guillemets, assumer le titre de sophrologue et à me présenter comme ça. Et en même temps, je trouvais ça beaucoup plus valorisant quand je me présentais de dire ben, que je suis sophrologue plutôt que de dire ben, je suis assistant d'exploitation dans une entreprise de nettoyage. Parce que ça correspondait plus à mes valeurs. Euh, mais après, sur la question de la légitimité, c'est surtout quand je me présentais devant un groupe, euh, ben voilà, la question que je me posais, c'est est-ce que vraiment les techniques que je vais apporter vont pouvoir vraiment aider les gens? Et ça, il n'y a que l'expérience qui a pu me rassurer et me conforter là-dedans. Hmm. Ah, c'est bien ça. Parce que on n'imagine pas, c'est pas facile de se présenter un premier jour devant un groupe de personnes qui travaillent dans une entreprise, leur parler de la sophrologie, alors que bon, ils sont déjà assez sceptiques. Euh, Hmm. dans la tête, il y a beaucoup d'images qui passent et des doutes. Ouais, ouais. Mais voilà, au final, en fait, au début de la séance, je m'inquiétais
bah, de savoir s'ils allaient vraiment rentrer dedans, si ça allait leur plaire et tout ça. Et au final, je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, quoi. À chaque fois, ils sortaient de la séance bah, un- sur un nuage. Je sais pas, j'ai un exemple comme ça, un souvenir assez marrant euh, d'un couple que j'avais. Et puis à la fin de la séance, voilà, on se quitte, on se dit au revoir. Et les gens partent devant moi. Et puis je sors de la salle. Et puis là, je vois deux personnes qui étaient sur une plante, en train de contempler la plante et d'être là, les deux en train de, voilà, d'être en contemplation devant une plante. Et là, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est fort. Ça a été efficace. Ouais, Efficacité renforcée ouais. pour pas la pub. En train de contempler. Déjà que même en méditation, il faut un certain niveau pour arriver là. Ouais. Ça a débloqué quelque chose en eux. Ah là ça c'est bien ça. D'accord, ok. Je vois que tu as pu bien gérer tes problèmes de légitimité. Et alors ça, visiblement, ça s'est bien passé. Hmm. Non, j'ai retenu que c'est l'expérience qui permet un peu de se détonner intérieurement. Hmm. Et Tout à fait, puis, ouais. mais avant, tu avais déjà fait des petites séances avec des proches ou bien des personnes en individuel. Euh, oui, oui, oui. En fait, pendant ma formation, j'avais déjà, voilà, commencé un petit peu à expérimenter avec des proches. Enfin, dès que j'en avais l'occasion, en fait, hein, parce que quand j'étais avec un groupe d'amis et que j'expliquais ce que je faisais et tout ça, ben, la plupart des gens me montraient de l'intérêt et donc ben, ça me permettait de proposer voilà, une séance de sophrologie et puis de tester avec eux. C'est bien ça. C'est Mm. bien ça. Tu avais déjà engagé un peu un capital confiance. Ouais. Un Mm. capital confiance, confiance en ta capacité de pratiquer. Parce que Mm. j'imagine qu'à l'école, il y a les protocoles, mais chacun doit quand même s'approprier les protocoles et tout. Comme Oui. dirait quelqu'un, il y a autant de sopholo Mm. que de sophologie. Je crois que c'est ça. Oui, Euh, oui. Mm. Ça marche. Je propose qu'on passe un peu à une autre section. Parce que tu nous as annoncé plein de disciplines annexes là, bien noté Tai Chi, jeûne, spiritualité. Mm. C'est quoi le lien entre la sophologie et ces éléments? Alors, disons que le lien, c'est l'origine, puisque toutes ces disciplines parlent de l'être humain, comment être équilibré, comment être mieux dans son corps, dans son esprit. Et après, c'est juste des méthodes qui sont différentes, donc des termes différents pour parler des mêmes choses, puisqu'en fait, quelles que soient les disciplines, elles parlent toutes de l'être humain, de ses structures, de ses essences. Et donc, forcément, on retrouve, il y a des liens entre toutes ces disciplines. Après, il y a beaucoup de complémentarité, puisque chaque discipline va développer plus certaines parties de l'être humain, certaines structures. Par exemple, en sophrologie, on développe beaucoup le mental, euh, voilà, améliorer les capacités de l'esprit et, euh, et au niveau du corps, il y a quelques techniques corporelles. Après, c'est beaucoup prendre conscience de son corps, mais par exemple, la pratique du tai chi m'a beaucoup apporté justement dans ben, mieux vivre avec mon corps, avoir un corps en bonne santé. Euh, voilà, plus voilà, ce côté qui est plus développé dans le tai chi. D'accord. Quand je vois Tai Chi, moi, je vois le film Tai Chi Master avec l'eau qui part comme ça, Mm, comme ça, mm, le contrôle,
J'aurais pas vu le tai chi sous l'angle du bien-être personnel. Moi, je vois plus ça sur la manipulation des éléments, tu vois. Il y a souvent pas Hmm. mal de photos et tout et tout. Mais, voilà, ok. Et c'est, avec le tai chi, tu travailles ton contrôle ou bien c'est quand tu dis que ça t'a amélioré sur le plan personnel, c'est quoi comme lien concrètement? Euh, alors là, je vais rentrer peut-être dans des choses qui sont peut-être un peu plus techniques. Euh, mais bon, pour essayer d'être bref, aujourd'hui, on connaît beaucoup le yoga. Le yoga, c'est une discipline qui est très développée dans nos sociétés maintenant. Mais le yoga, c'est originaire de l'Inde. Et le tai chi, lui, est originaire de la Chine. On parle de tai chi, mais aussi de qigong. Le qigong est un terme qui est peut-être un peu plus connu. Euh, donc voilà, c'est simplement que c'est une origine qui est différente. C'est originaire de la Chine. Et donc, ben, c'est plein de termes qui sont différents. Moi, ce que ça m'a apporté, euh, ça va être au niveau postural. C'est-à-dire que dans le tai chi, on travaille beaucoup à la posture du corps. Donc, comment être bien positionné de façon à ce que l'énergie circule correctement dans le corps. Donc, ça va être, par exemple, dans un cours de tai chi, on va passer beaucoup de temps dans une même posture à essayer de relâcher les épaules, bien positionner le bassin, euh, euh, voilà, étirer la colonne vertébrale. Donc, il va y avoir plusieurs positionnements comme ça qui vont petit à petit améliorer la posture. C'est un petit peu hum, comme un forgeron qui va tailler, enfin, qui va préparer une pièce, la modeler, etc. En tai chi, on va ben, modeler son corps de façon à voilà, être dans une bonne posture, à ne plus avoir mal dans les articulations et voilà, être en bonne santé. Hum, hum, Ok. Je retiens, je retiens Hmm. la posture. C'est bien. Maintenant, tu as aussi parlé du jeûne. Oui. Tu as dit que tu accompagnes c'est quoi ton expérience avec le jeûne? C'est Ah, quoi? ben, C'est un jeûne intermittent? C'est quelle qualité? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes déjà qui ouais, entendent jeûne pour la première fois. C'est peut-être bien déjà de définir ce que c'est. Peut-être. ouais. Effectivement. Donc là, c'était des jeûnes d'une semaine. Euh, donc, j'accompagne les personnes, donc c'est des groupes, euh, et, euh, et donc l'idée, ça s'appelle jeûne et bien-être. Donc l'idée, c'est que ben, le jeûne puisse se faire dans le bien-être, euh, dans la détente et bien le vivre. En fait, ce qui va se passer, c'est que euh, ça va être un nettoyage, que ce soit au niveau biologique, puisque l'estomac va se mettre au repos, le corps va se nourrir de toutes les graisses, de toutes des cellules usagées, etc., pour les transformer en énergie pour le corps. Donc ça va être un grand nettoyage du corps, mais aussi au niveau spirituel. C'est-à-dire que une des principales remarques que les gens me font quand ils terminent le stage, c'est que souvent ça a été un moment pour prendre des décisions, un moment où les pensées étaient beaucoup plus claires. Euh, voilà, donc ça permet vraiment quand on a besoin, quand par exemple on est dans une phase de transition dans sa vie ou quand on a des décisions difficiles à prendre, ben là le jeûne peut vraiment aider euh, pour prendre toutes ces décisions. Et donc moi je fais de la sophrologie avec les personnes et puis euh, voilà, j'ai aussi appris le massage, donc l'après-midi je leur propose aussi des massages en plus de ça. D'accord. Donc, tes séances de sophrologie, ça fait partie de la semaine de jeûne. Hmm, tout à fait. D'accord.
on commence la journée avec une séance de sophrologie, histoire de passer de la nuit à la journée, voilà, dans les meilleures conditions possibles. Bien ça. Valentin et moi avons déjà expérimenté le jeûne. Donc, quand tu parles de tous les bienfaits que tu cites là, surtout sur le mental, la clarté d'esprit, ça nous parle. Mais on est bien conscient que c'est pas tout le monde qui l'a déjà expérimenté. Donc, c'est assez délicat souvent d'en parler autour. Voilà. Ça, c'est bien. Et maintenant, ma question, pour revenir sur l'aspect, voilà, sophrologie. Avec tout ce que tu nous as dit là, qu'est-ce que toi, tu te recommanderais voilà, au jeune Michael qui devrait recommencer s'il ne devait pas faire d'erreur pour se lancer? Alors, en fait, principalement, ce que j'aimerais ne pas recommencer, c'est que au début, j'avais mon idée de comment je voulais que soient les choses. Et du coup, je me suis investi dans certaines choses, autant physiquement, en termes de temps, mais aussi en termes financiers. J'ai fait des investissements pour des choses qui n'étaient pas nécessaires au final. Et donc, je voyais les choses trop grandes. Donc, ce que je me recommanderais, ça serait d'y aller pas à pas, de vraiment renforcer les choses qui marchent bien. Et puis, voilà, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, où c'est vraiment trop bloqué, de pas trop insister là-dessus, de le laisser un peu de côté et de me consacrer à ce qui marche bien. Parce que voilà, j'ai dépensé beaucoup d'énergie, de temps sur des choses. Et en fait, c'est comment dire, aussi en termes de charge. Par exemple, je veux développer mon activité et j'ai envie que ça marche, j'ai envie que les gens voient. Du coup, je vais investir en publicité et je vais payer des prospectus, je vais payer des publications Facebook, je vais payer un site internet et je vais faire beaucoup de frais pour quelque chose que je n'ai pas encore. Euh, et, et, et au final, ben, tous ces frais que j'ai dépensés, ben, c'est de l'argent que j'ai en moins. Donc voilà, c'est ça que les erreurs que j'ai fait au début, c'est euh, d'avoir trop de charges par rapport à mes, à mes revenus. Voilà, donc plutôt attendre que j'ai de l'argent qui rentre, et puis cet argent que j'ai rentré, ben là, je peux le dépenser pour avoir plus. Donc faire attention à ça. Ça, je conseille. Ouais. Ce que tu as dit là est très profond parce que s'il y a l'une des raisons pour laquelle on est là, c'est justement pour ça. On a plein de sophrologues qui ont, par exemple, plein d'abonnés sur Instagram, mais ils n'ont pas eu un client à partir de ça. Et même chose côté Facebook, qu'il y a des gens qui sont installés dans. On a souvent tendance à confondre visibilité et on est visible auprès des mauvaises personnes, alors que on oublie qu'au final, la finalité, c'est d'avoir des gens qui sont intéressés par ce qu'on propose. Donc, ça demande quelque part de la stratégie et ça demande de la progressivité. C'est pour ça que tu t'as dit tout à l'heure que tu voyais grand tout de suite. C'était un réflexe que tout le monde, en tout cas, toute personne qui débute l'entrepreneuriat a généralement parce que tu n'as pas encore d'expérience et tu te bases sur ce que tu vois de l'extérieur. Alors que vu de l'intérieur, ça demande vraiment d'être crescendo, les choses prennent du temps. C'est comme une maison. Si tu n'as pas de fondation, toi, beau ajouter tes étages, ils s'écroulent tous. Sauf qu'au moment où tu mets les fondations, les gens, ils voient pas parce que les gens aiment bien ce qui est grand. On aime ce qui brille. Les fondations, c'est pas, ça brille pas. En plus, c'est pas grand. Mais c'est ça qui est important. Donc, je voyais beaucoup, quand tu parlais, je voyais beaucoup le lâcher prise. Le lâcher prise, le désir
sur l'impatience d'aller trop vite. Ouais. C'est ça. C'est pas évident. Même en le sachant, ça suffit pas pour déconnecter. Tout à Parce fait, ouais. que, parce que, par exemple, la publicité Facebook, tu peux facilement avoir l'illusion que je fais plein de publicité Facebook, alors ça marche. Alors que non. Si ça marchait, c'est que toutes les entreprises réussiraient. Ouais. Et si je peux ajouter quelque chose par rapport à ça, c'est que justement toutes les mauvaises décisions que j'ai prises comme ça pour l'entreprise, c'est parce que ça a été des décisions émotionnelles que j'ai prises, des décisions que j'ai prises rapidement, un petit peu sous justement un peu dans l'urgence, sous le coup de l'envie. Euh, euh, mais ça n'a pas été des décisions réfléchies. Si je m'étais posé, que j'avais médité un petit peu avant de lancer tous ces achats, je pense que je ne l'aurais pas fait. Donc, justement, dans ce lâcher-prise, prendre du recul, en tant que sophrologue, on a aussi tous ces outils pour justement poser les choses. Donc, peut-être avant de prendre une décision comme ça importante et de dépenser de l'argent, peut-être faire une petite technique de sophrologie avant et pour voilà, essayer de voir si c'est une bonne solution ou si c'est juste mon envie, mon émotion qui me pousse à le faire, quoi. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On a déjà fait faire des techniques de sophrologie pour une sophrologue. Le hic dans ce processus-là, généralement, c'est qu'il faut déjà avoir conscience que toi-même, tu es déjà outillé. Hmm. C'est que quand tu es sophrologue et que tu as en face de toi un patient, un client, tu sais que tu as les outils, tu as Hmm. confiance. Mais quand tu regardes ta même activité de sophrologie sous l'angle de l'entrepreneuriat, là, tout de suite, tu as l'impression que tu n'as pas les outils. Hmm. Alors que les outils commencent pour l'intérieur, la confiance en soi, l'estime de soi, la Hmm. clarté d'esprit. Au final, tu auras beau avoir plein de données, tu seras bombardé de données. Des données, il y a tes amis qui sont pas sophrologues vont te donner des suggestions. Ceux qui sont sophrologues vont t'en faire. Tu vas lire plein de choses sur Google. Et après, tu auras l'impression que tu n'as pas tout fait, tu vas commencer à paniquer, et ainsi de suite. Mais au Hmm. final, ça revient tout vers toi, c'est toi qui prends la décision. Hmm. Ouais. Donc, la prise de décision, même sans s'en rendre compte, c'est ça qui détermine dans quelle direction tu vas, quelle énergie tu mets, et si tu vas te tromper. Donc, au final, on s'en rend pas compte, mais ça revient toujours une question de prise de décision. Hmm. Hmm. Et c'est quelque chose de puissant. Prendre la décision dans un bon état mental. Hmm. Tout à fait, ouais. Ouais. Ça, c'est aussi un bon tip. On n'avait pas entendu ça, mais c'est très bien. Et ouais. Ok, j'ai retenu, du coup, voilà, ne pas vouloir évoluer trop vite, prendre la peine d'évoluer par petits pas, de consolider les acquis, Hmm. de ne pas dépenser de l'argent qu'on n'a pas, d'attendre plutôt que les choses se fassent progressivement. Hmm. Et voilà, autant que faire se peut, de ne pas prendre des décisions dans l'urgence, de prendre la peine de méditer, de faire un exercice de relaxation Hmm. ou de sophrologie pour être dans un bon état émotionnel pour la prise de décision. Hmm. Tout à fait, Ça, c'est ouais. bien ça. Moi, j'ai plus d'autres questions. Je sais pas si Valentin en a. J'en ai pas non plus. En tout cas, Euh, merci toi, Michael, pour pour ton retour d'expérience et tous ces petits tips qui, je l'espère, Hmm. pourra servir au plus grand nombre. Ouais, j'espère aussi. Merci beaucoup à vous deux hein, de cette proposition que vous m'avez fait. Donc, ravi de pouvoir apporter mon témoignage. Avec Nickel. plaisir. Euh, j'ai dit tout à l'heure que j'avais plus de questions et hop, une question est venue. T'as dit que tu étais formateur au début de Oui. l'interview. Quand tu es formateur, c'est dans une école de sophrologie, c'est sur un thème en particulier. Oui, c'est pour enseigner la formation initiale de sophrologue. Donc, c'est à l'école de sophrologie caïcétienne de Toulouse, l'école VIFIA. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour enseigner la formation pour être sophrologue. Ça marche, ça marche. On essaiera de contacter cette école pour conscientiser sur l'aspect entrepreneurial de la sophrologie. Ça tombe bien. Ouais. Hmm. C'est bien ça. Ouais. Bon, là, j'ai plus de questions. Ok. Je vous propose qu'on arrête là et je vous Ouais. remercie à tous pour votre participation.
Ouais, merci beaucoup à vous. Merci, Alors, merci Mickaël. À bientôt. Allez, ciao. Allez.